C'est une simple histoire de calcul, un comparatif entre deux géants. D'un côté, les États-Unis, 288 millions d'habitants, première puissance mondiale. De l'autre, la Chine, 1,3 milliard de personnes, aujourd'hui 6e puissance économique, demain peut-être numéro 1, avec les conséquences que cela implique sur l'environnement de la planète. Le jour se lève sur la banlieue de Shanghai. Dans son modeste appartement de 50 mètres carrés, la famille Zhu prépare sa journée. Les parents sont ouvriers. C'est une famille normale, à une exception près. Le couple a 2 enfants, au lieu d'un seul, comme la loi l'exige. Les Zhu ont tout misé sur l'aînée, Hélène, jeune fille de 26 ans qui rêve de réussir dans la publicité. En attendant de devenir riche, Hélène vit encore chez ses parents. Toujours à la dure, pas de chauffage dans l'appartement, pas de salle de bain. Dans ce logement municipal, il n'y a qu'un seul robinet pour tous. Comme tous les Chinois, Hélène ne consomme que 80 litres d'eau par jour pour l'ensemble de ses besoins. Pendant ce temps, à 12 000 km de là, à Los Angeles, la famille Cyril Watts débute également sa journée. Et là, le rythme est bien différent. Tous les robinets sont ouverts, le compteur tourne à plein régime. Rien que pour sa toilette, un Américain moyen consomme 200 litres d'eau par jour. Le couple, Sébastien, Antonia et la petite Anastasia, vivent au rythme typiquement américain d'une consommation sans limite. À la cuisine, l'eau continue de couler pour le petit déjeuner. Le réfrigérateur a tourné toute la nuit pour produire ses glaçons. Avant de quitter la maison, Sébastien n'oublie pas de lancer le programme d'arrosage de son modeste jardin avec tout le gaspillage que cela implique. Bilan de la consommation domestique de ce citoyen ordinaire, 500 litres par jour, 6 fois plus qu'un Chinois. Dans le petit appartement de Shanghai, on est encore loin de pouvoir laisser couler librement le robinet. Pour Hélène et tous les jeunes gens de sa génération, l'eau représente encore quelque chose d'important. On ne doit pas gaspiller l'eau. D'ailleurs, si je gaspille de l'eau, mes parents me grondent. Ils ont traversé des années très difficiles il y a 20 ans. Alors ils connaissent la valeur de l'eau, du riz et de l'électricité. Bye bye. En Chine, la prise de conscience reste élevée au niveau individuel. Mais dans l'avenir, c'est le nombre des consommateurs d'eau qui va poser de gros problèmes. Aujourd'hui, l'augmentation du niveau de vie chinois a déjà un impact direct sur l'accélération de la consommation nationale de l'eau. Quand la Chine aura rejoint le niveau de vie des États-Unis, elle aura atteint dans le même temps la limite de l'exploitation de ses réserves. Conséquence, toujours plus d'infrastructures, un gigantesque programme de traitement des eaux usées à l'échelle du milliard d'habitants et sans doute l'importation d'une eau étrangère. Au total, une facture qui devrait rendre le prix de l'eau insupportable pour la nation. À Los Angeles, sur le chemin du travail, Sébastien consacre encore 180 litres d'eau au lavage de sa voiture. L'objet est symbole, fondement de l'économie américaine. Comme chaque jour, comme des millions de Californiens et des dizaines de millions d'Américains, ils s'engagent ensuite dans le trafic. Aujourd'hui, 230 millions de véhicules circulent aux USA, presque une voiture par habitant, un marché toujours dynamique.
Dans les années 50, les fabricants de voitures et de pneus ont fait alliance. Ils ont acquis l'ensemble du secteur des transports publics et ils l'ont démantelé. L'objectif était de pousser tout le monde à conduire des voitures, à acheter des pneus et consommer de l'essence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très peu de gens prennent les transports publics. Le secteur des transports américains représente à lui seul 5% des émissions de gaz carbonique de la planète. Aucune solution technologique de remplacement n'est prévue à court terme. Comme la majorité des habitants de Shanghai, Hélène n'a pas encore les moyens de s'offrir une automobile. En Chine, il n'y a pour l'instant que 13 millions de véhicules motorisés, bus, autos, camions compris. Mais avec l'explosion de la croissance, 175 millions de véhicules au moins sont attendus déjà pour 2020. Le secteur des transports va rapidement peser de plus en plus lourd sur la contribution globale de la Chine en émissions de gaz à effet de serre. Si la Chine atteignait le niveau de vie américain, son taux d'émission de gaz carbonique égalerait celui de l'ensemble de la planète aujourd'hui, avec un impact considérable sur le climat. Estimation de l'augmentation globale des températures moyennes entre 2 et 4 degrés. Hélène rejoint le bureau de son agence de publicité, installée dans une des grandes tours qui poussent partout à Shanghai. Une petite compagnie, jeune et dynamique, en pleine évolution, comme l'ensemble de l'économie chinoise, 9% de croissance par an. Une économie qui se construit à ce rythme a besoin d'énormes quantités de pétrole, de gaz ou de charbon. La Chine consomme déjà 10% de l'énergie mondiale. Une fois parvenue au niveau des États-Unis, elle épuiserait les réserves planétaires de pétrole en 20 ans et celles de charbon en 30 ans. L'explosion de la demande d'énergie en Chine bouleverse toutes les prévisions planétaires. L'hypothèse d'un développement chinois calqué sur le modèle américain confirme mathématiquement que l'ensemble du système actuel aboutit à une impasse. Tôt ou tard, la révolution de notre mode de consommation des énergies est donc programmée, sans doute plus vite que prévu, et si possible, avant que les effets du système actuel sur l'environnement soient irréversibles. À Los Angeles, la journée continue. C'est l'après-midi, il faut tenir jusqu'à la fin de la semaine. Le ravitaillement familial s'impose. Une course rapide dans un temple de la consommation, Antonia profite librement des bienfaits de l'abondance américaine. En Chine aussi, de plus en plus de supermarchés proposent des produits manufacturés au standard international. Bientôt, il faudra fournir l'intégralité de l'immense marché chinois. Conséquence, autant de matières premières, de minerais, de bois, de pétrole supplémentaires prélevés dans la nature. Mais pour l'instant, le marché se contente de frémir, à l'image d'Hélène, dont les moyens restent limités. C'est pas pour tout de suite. Je veux d'abord faire des sacrifices pour un appareil photo digital et ensuite pour une caméra vidéo. Retour chez les Cereal Watts, Antonia remplit son frigidaire. De plats préparés à base de soja ou de céréales, mais aussi de bœuf ou de volaille, dont les Américains sont les premiers consommateurs du monde. À Shanghai, chez les Zhou, c'est aussi le moment du repas. Instant toujours sacré auquel aucun Chinois n'est prêt à renoncer. Les dures périodes du régime communiste restent gravées dans les esprits. Mes deux parents sont d'une génération qui a subi 3 ans de privation de nourriture, surtout en 1966.
Parents et enfants se retrouvent tous les soirs autour de la table familiale. À base de riz, le régime alimentaire national reste relativement léger. Les Chinois mangent 3 fois moins de viande et 2 fois moins de légumes que les Américains. Hélène aurait bien envie de goûter d'autres plats, comme aux USA. Mais si tout le pays basculait, c'est l'alimentation de la planète qui serait déstabilisée. C'est vraiment terrible. Si c'est comme ça, alors je ne veux pas dépasser le niveau d'une famille américaine. En revanche, pour le père qui a trop souffert dans le passé, pas question de se priver. Il nous suggère plutôt d'aller explorer la planète Mars ou la Lune pour trouver une solution. Aujourd'hui déjà, la consommation asiatique de poissons menace de vider les océans. Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de forêts sont arrachés pour laisser la place à des terres agricoles ou à de nouveaux pâturages. Une intense consommation chinoise de viande à l'américaine augmenterait encore la pression sur l'environnement de la planète. Mais paradoxalement, c'est bien dans le domaine agricole que subsiste l'espoir de nourrir tout le monde. L'amélioration des rendements, la recherche sur de nouvelles plantes, la Chine est à la pointe de tous les travaux et devrait pouvoir trouver des solutions pour alimenter sa population. Aux États-Unis, une fois le repas terminé, la poubelle se trouve bien garnie, surtout par des emballages de toutes sortes, le tiers d'un conteneur moyen. Malgré les campagnes de communication, les consignes de triage et d'économie, nous en sommes en 2004, toujours au même point. Chaque Américain produit 730 kg d'ordures par an. En revanche, à Shanghai, les déchets de la famille Zhu sont spectaculairement plus réduits. Un modeste sac contient les ordures de la journée pour 4 personnes, principalement des épluchures, qui terminent dans le petit conteneur qui centralise les déchets de tout l'immeuble. Pour l'instant, comme l'ensemble des Chinois, les Zhu rejettent surtout des ordures biodégradables. Mais dans ce domaine, les prévisions sont affolantes. Si l'ensemble de la population parvenait au niveau américain, elle devrait se débarrasser de centaines de millions d'emballages. À elle seule, la Chine produirait 2 fois plus de déchets que le reste de la planète. C'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, Amérique du Nord, Europe et Russie utilisent 52% de toutes les ressources mondiales, la Chine seulement 16%. Si elle voulait vivre comme les États-Unis, la Chine aurait besoin, à elle seule, de l'ensemble de la planète. C'est évidemment impossible, et cela démontre que, faute de ressources suffisantes, de nombreux pays ne pourront jamais accéder au modèle d'une consommation illimitée. À Shanghai, Hélène est ressortie pour la soirée. Une dernière discussion nous confirme la direction dans laquelle s'engage la jeunesse chinoise. Une voiture, c'est très pratique. Et puis, je pense aussi que conduire une voiture, surtout une Jeep ou une voiture à la mode, c'est très sympa. Vous avez vraiment besoin d'une voiture ou c'est seulement pour être plus heureuse? Pour mon plaisir. Vous l'êtes comme les Américains qui ont beaucoup de voitures? Oui, je pense. Pour être honnête. Pourtant, même si ses habitants le voulaient, la Chine ne pourrait pas devenir une copie conforme du modèle américain. Notre comparatif démontre que l'exploration d'une autre voie de développement est indispensable. Qui fera le premier pas? Une Chine raisonnable ou un Occident qui serait enfin capable de diriger la planète vers un autre modèle?